Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle vidéo concernant le repêchage 2022 de la Ligue nationale de hockey. Mon nom est Pascal de toutsurlehockey.com et du TSLH Podcast. Aujourd'hui, on va vous parler de 5 espoirs éligibles à la prochaine séance le 7 et le 8 juillet prochain. Habituellement, je fais des vidéos d'environ 20-22 minutes sur un espoir, mais là, le repêchage est dans moins de 2 mois. Je voulais faire 20, 25, 30 profils. Je vais manquer de temps, je vous mentirai pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plusieurs espoirs que j'aime beaucoup selon leur appréciation dans les listes, mais aussi selon la mienne. Et j'ai fait une vidéo par bunch d'espoirs, si vous voulez, selon un concept. Aujourd'hui, le concept, c'est des espoirs de première ronde ou deuxième ronde qui, selon moi, ne sont pas assez appréciés par les gens, par les observateurs. Et c'est pas nécessairement qu'ils ne sont pas reconnus dans les listes, peu importe, mais selon moi, ils pourraient l'être un peu plus. Donc, on va parler de Kevin Korchinski, Pavel Mintyukov, Luka Delbel-Beluz, Jack Devine et Lian Bichsel. Korchinski et Mintyukov, c'est des gars assez appréciés, là, je vous mentirai pas, mais on pourrait en parler plus. Je pense qu'ils sont sous-estimés un peu par plusieurs listes, mais ça, c'est vraiment mon point de vue. Je suis pas qualifié ou ben je me prends pas pour un autre. Là. Je commencerai pas à dire que tu l'as passé haut à Bob McKenzie parce qu'il l'a 25e. Mais selon moi, il pourrait être plus haut sur la majorité des listes parce que c'est des espoirs que j'aime beaucoup. Bref. Donc, Korchinski, un défenseur gaucher dans la WHL. Il joue pour Seattle, les Thunderbirds. 17 ans, c'est un des très jeunes. Enfin, il est né le 1er juin 2004. Il est né au Canada, 6 pieds 2, 185 livres, donc quand même un bon gabarit. Cette année, dans la WHL, il a produit 65 points en 67 matchs, dont 61 passes. Donc, on voit déjà le profil du défenseur. C'est un passeur, un fabricant de jeu, et non pas quelqu'un qui va faire les gros shots de la pointe. Mais dans les séries éliminatoires, il a levé son jeu d'écran, 12 points en 11 matchs, dont 3 buts. Donc, c'est déjà quasiment plus haut que son total pendant la saison. Donc, on peut quand même assez apprécier ça. Donc, je voulais parler un peu de statistiques avancées. Je m'étais débuté la vidéo avec un résumé de quelques stats de InStats, mais ça va être trop long. Donc, je vais juste faire un petit résumé de ce que j'ai observé dans les stats. Au niveau de la WHL, c'est un des meilleurs, toutes catégories confondues, dans la récupération de la rondelle, dans les passes dans l'enclave, dans les passes tout court, dans la production offensive, dans le temps d'avantage numérique, puis enfin, le fait qu'il quand il est sur la glace, l'avantage numérique est successful, dans le fond, pas successive, là, mais est plus efficace. Donc, dans la WHL, cette année, c'est un des meilleurs défenseurs, même s'il est assez jeune, merci. Donc, on peut retenir ça de lui. Au niveau des capacités défensives, pas un gars physique, et ça reflète dans les statistiques de InStat, mais très impliqué quand même pour récupérer les rondelles libres, mais aussi pour initier des contacts avec l'adversaire, des contacts, mais plus des batailles pour la rondelle. Donc, on peut garder ça en tête. C'est pas un gars qui se laisse glisser ou strictement offensif. Il est assez two-way. Donc, si on veut regarder plus sa production, il y a eu, on peut dire, un début de saison peu productif. Dans les 25 premiers matchs, ce qu'on voit dans le graphique ici. Euh, En vertical, ce qu'on a, c'est sa production. Donc, comme je dit tantôt, un peu plus de 60 points. Et à horizontal, on a ses matchs dans la saison. Premier match, troisième match, cinquième match, septième match. Donc, ce que j'ai fait, c'est juste l'accumulation de points au travers des matchs. Juste pour voir la tendance de production de joueurs. On voit que c'est assez... une bonne courbe, c'est assez euh, pareil. C'est une courbe plane, en tout cas, bref. C'est pas très accentué comme courbe, mais on voit quand même quelques plateaux au début de la saison jusqu'au 9e match. Il y en a un autre au 13e, 14. Et on voit qu'après le 25e match, il y a eu un petit up. Là. Après le 25e match, il a vraiment augmenté son jeu au niveau de l'offensive pour jamais regarder en arrière.
vers le 55, 57e match, oui, il y a un petit plateau, mais pour finir la saison, il a explosé. Donc, on peut apprécier ça de lui. Mais ce que j'aime un peu moins, le seul affaire qu'on pourrait y reprocher, ici, on a un classement de la saison dans la WHL en fonction des équipes les plus défensives. Le Ice de Winnipeg est l'équipe qui produit le plus de buts, mais qui en accorde le moins aussi. C'est la meilleure équipe dans la ligue, dans la WHL. C'est elle qui en compte le plus, qui en accorde le moins, et il n'a pas joué contre aux autres. Mais au moins, on a quand même le classement des équipes en fonction de ça. Korchinski produit surtout contre les moins bonnes défensives dans la ligue. Mais c'est pas nécessairement de sa faute. Il y a des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 équipes qu'il a affrontées dans la saison. Ben, il y a 6 d'entre elles qui sont dans le dernier tiers de la ligue. Donc, tu sais, au moins, il produit. Fait que moi, personnellement, je peux pas vraiment dire tu transposeras pas ton offensive en Ligue nationale parce que tu produis juste contre les moins bonnes équipes. Contre les Silver Tips, la deuxième équipe là, dans le haut, là, il a quand même produit 10 points pour 12 matchs. Fait que, tu sais, je ne m'étendrai pas beaucoup là-dessus. C'était vraiment juste pour le montrer. C'est un gars productif. Oui, il produit plus contre les équipes un peu moins bonnes, mais au moins, il produit. Donc, c'est ça. Au niveau de ses habiletés, comme je disais, c'est vraiment un fabricant de jeu. C'est un gars expert en relance. Vu qu'il est bon en récupération de rondelles, c'est souvent lui qui va starter l'offensive, que ce soit par le patin ou par la passe. Tout le temps la tête haute. Excellente main. C'est un gars qui est capable de déjouer n'importe qui. Il est dans les meilleures mains de la séance, selon moi. Pas nécessairement quelqu'un qui va traverser les joueurs avec ses mains, mais mêlé avec son patin et son intelligence et ses mains, il est vraiment bon pour véhiculer sur la glace entre les joueurs. Sérieusement, c'est vraiment quelque chose qui m'a impressionné de lui cette saison. Et c'était quand même constant au travers de la saison. C'est juste que des fois, ben, ça fonctionnait un peu moins. Mais au niveau de la création de revirements contre son équipe, c'est pas un gars qui était très prone à ça, dans le fond, pas très sujet à créer des revirements pour son équipe. C'est sûr qu'il y a tout le temps la rondelle dans sa palette. Fait qu'il va en créer. Il était quand même assez haut dans les stats de puck loss, dans le fond, dans les stats de. Il provoque un revirement pour son équipe. Mais c'est normal. N'importe quel. C'était la même affaire pour Markov dans la Ligue nationale de hockey. Et puis, il y a beaucoup de revirements qui étaient créés par lui. Parce que maudit, il a tout le temps un puck sur sa palette. Et c'est lui qui s'occupait des relances. Donc, Korchinski, c'est sûr qu'il va créer des pertes de possession. Mais c'est pas grave, c'est son style de jeu. Physique, zéro. C'est zéro un gars physique. C'est vraiment plus un gars de bâton, de mobilité. Il va couvrir un très grand territoire avec son agilité, avec son intelligence. 6 pieds 2, sans que en tout cas, vous avez vu les gabarits au début, 6 pieds 2. Donc, assez mature physiquement, capable d'en prendre. Pas un gars qui va se faire démonter par l'adversaire, capable d'absorber les contacts, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'il améliore ça, qu'il soit plus agressif. Il a quand même un bon moteur, donc c'est pas un problème, ça l'aide beaucoup en défensive. Mais c'est clair que c'est plus vers l'offensive que ça aide, justement pour relancer l'attaque par la passe, en possession de rondelle et tout. C'est vraiment quelqu'un que j'ai sous-estimé au début de l'année. Et c'est M. Simon Saint-Laurent qui m'avait, pas qui m'avait dit, moi je l'ai vraiment en haut, donc va le voir, mais qui m'a juste dit, moi je l'aime bien celui-là, tu sais, juste mettez-les sur votre liste. Fait que je l'ai acheté sur ma liste. Pas pu le mettre en février parce que j'avais pas assez de visionnement sur lui. Donc, je l'ai mis de côté. Puis, je me suis dit, je vais faire mes devoirs d'ici la fin de la saison. Puis, j'ai fait mes devoirs. Et c'est clair que je l'arrive assez haut dans ma liste depuis le début de la saison, si je l'avais vu au début de la saison. Mais, my bad, c'est vraiment de ma faute si j'ai pas fait ça. Et je m'excuse à moi-même. Donc, c'est un espoir de haute qualité. En offensive, ben, c'est un gars qui va utiliser beaucoup les passes transversales, qui va être capable de bouger le long de la ligne bleue vraiment de façon agile et rapide. Et ce que j'aime vraiment bien, c'est que même si on le sait qu'il ne lancera pas souvent, il est quand même capable de flouer la défensive et les gardiens de but pour fabriquer ses jeux. On ne sait pas s'il va passer à gauche ou à droite entre les bâtons, entre les jambes. C'est quelqu'un qui cache quand même bien ce qu'il va faire. Il cache quand même bien ses intentions.
Donc, ce qui est vraiment bien pour un quarterback, quelqu'un qui va vraiment contrôler le power play. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de lui. Et ça caractérise vraiment bien son jeu en offensive. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en défense. J'aurais pas dire ce que j'aime bien, mais bon, bref, je l'aime bien, que c'est ça. En offensive, dans les séries, il est encore plus trompeur, si vous voulez. En raison de son tir, il utilise beaucoup plus son tir. Donc, c'est quelque chose qu'on va mettre dans ses notes pour peut-être le faire augmenter dans les rangs quand je vais être capable de faire mon classement, quand je vais avoir fini mes visionnements. Donc, ça finit ce que je voulais dire sur Kevin Korchinski. C'est vraiment des courts profils d'espoir, même si ça fait 10 minutes que je parle sur Korchinski. Mais ce que je veux faire, c'est vraiment une vidéo avec beaucoup d'espoir dans un, mais moins de description pour moins m'étendre. Donc, le prochain, ça va être Pavel Mintyukov. Donc, Pavel Mintyukov, c'est un défenseur gaucher de 6 pieds 1, 192 livres, qui évolue dans la OHL, la Ligue de l'Ontario, pour le Spirit de Saginaw. Il est né le 25 novembre 2003, donc c'est un des late de la séance, donc il a 18 ans, il est né en Russie, et cette année, ça a bien été pour lui. Donc, 17 buts en 67 matchs pour 62 points au total. Donc, défenseur assez polyvalent. Moins 14, c'était pas pour la meilleure équipe dans la ligue. Là. Donc, c'est certain qu'au niveau défensif, c'était plus difficile, mais pour lui et pour son équipe au total, c'était quand même plus difficile au niveau de la défensive. Mais sérieusement, tout qu'un défenseur qui m'a été vanté par Simon Saint-Laurent également. C'est pour ça que je l'ai mis un peu plus haut sur ma to-do list au travers de l'année. C'est pas un gars que j'avais classé au début de l'année, mais je l'ai classé en février pour mon classement de mi-saison. Parce que justement, j'avais fait mes devoirs. Merci à M. Saint-Laurent pour m'avoir allumé sur lui. Si on regarde sa production au travers de l'année, encore comme avec Korchinski, vertical, on a le nombre de ses matchs, pas ses matchs, mais sa production, l'accumulation de production. Et en horizontal, on a juste ses matchs par saison. Donc, match 1, 3, 5, 7, 9, 11. Donc, on voit que dans la première moitié de la saison, Mintyukov n'a pas produit beaucoup. Il y avait de la misère au niveau de l'adaptation dans la ligue. Ça paraissait vraiment beaucoup sur la glace. Il tirait moins, il transportait moins la rondelle dans sa défensive. C'était difficile, mais au moins il s'impliquait physiquement, fait qu'il n'était pas non plus un cône. Mais après la mi-saison, après le 30e match environ, ça a vraiment débloqué pour lui. Et on le voit bien. Là. Même après 15 matchs, ça a quand même bien été. Il y a eu 2 plateaux, mais c'est vraiment à la mi-saison que vers décembre là, que ça a vraiment augmenté. Puis son efficacité sur la glace a juste vraiment skyrocket. Donc, défenseur ultra talentueux. Je vais vous en parler un peu plus tard, mais sachez que sa production offensive est très intéressante. Et comme Korchinski, je voulais parler sommairement de sa production contre les défensives adverses. On voit que dans sa division, contre qui il a joué, c'est un peu éparse dans la ligue. On a vraiment des équipes qui sont bonnes défensivement, des équipes qui sont moins bonnes, mais on n'a pas les deux extrêmes. C'est vraiment plus des équipes de milieu de classement pour la production offensive et la défensive. Donc, contre Guelph, contre London, contre Flint, on voit qu'il est quand même produit. Dans le fond, il produit un point par match contre n'importe quelle équipe, sauf les Greyhounds dessous et les Rangers de Kitchener. Mais globalement, c'est un gars qui va produire beaucoup d'offensives, mais aussi beaucoup de jeux physiques. Donc, si vraiment on veut parler de son talent sur la glace, écoutez, un peu comme Korchinski, c'est un gars offensif à première vue, mais il est moins bon dans sa zone que Korchinski. Moins soft, si on veut, vraiment moins plus difficile de jouer contre lui physiquement, mais globalement, défensif, c'est plus difficile pour lui, se contourner un peu plus facilement, se traverser aussi un peu plus facilement. Sa récupération de rondelles ne sont pas dans le top de la ligue, mais sont pas mauvaises, mais ne sont pas dans le top de la ligue. Lui, c'est vraiment plus l'offensive qui va être. Les stats que j'ai regardées sur une stat, c'est vraiment l'offensive qui est au top partout. La génération de tirs au net, les chances de marquer créées chez ses coéquipiers et tout. Le power play aussi est vraiment efficace, puis encore plus dans la deuxième moitié de saison. Mais vraiment sur la patinoire, en défensive, la seule affaire qui est vraiment positif
outre le fait qu'il est vraiment bon pour relancer l'attaque par la passe ou par ses patins, c'est son jeu physique. Il est vraiment tough. Il va appliquer beaucoup de mises en échec. Va sortir du jeu des fois. Donc, il faut qu'il apprenne à se calmer. C'est un gars qui me fait beaucoup penser à Mikhail Sergachev au même âge, mais même à cette heure, je vous dirais. Là. Parce que même dans le national de hockey, c'est un gars un peu tête folle en défensive. Oui, il applique des grosses mises en échec, mais il va créer beaucoup de revirements dans sa zone et en zone neutre, comme Mintyukov en fait. Et c'est deux Russes qui jouaient dans la Ligue canadienne de hockey, donc ça fit. Mais bon, bref, c'est pas le but, là, mais ça reste deux défenseurs qui ont un style un peu similaire et une coupe de progression un peu similaire. Donc, moi, selon moi, il va sortir assez tôt, mais on verra bien au jour du repêchage. Là. Mais bon, bref. En offensive, ben, il a vraiment un bon tir des poignets, sérieusement. C'est assez impressionnant ce qu'il est capable de diriger vers le net très précis. C'est quasiment comme un attaquant, un ailier là, qui va utiliser vraiment bien son écran devant lui et utiliser aussi beaucoup le chaos devant le net euh, pour diriger les rondelles au filet, pour créer des retours ou des déviations et tout. C'est un gars aussi qui va beaucoup s'avancer en offensive. Pas autant que Norlinder au même âge, mettons, mais un gars qui va quasiment être un quatrième attaquant des fois, là, qui va être derrière le goaler ou en avant du net, ou comme le gars en haut du set de mise en jeu là, pour être utilisé là, pour faire de l'offensive. Donc, un gars très intéressant à voir en offensive. Des bonnes mains aussi, pas aussi bon que Korchinski pour véhiculer entre les joueurs adverses là, pour faire progresser l'attaque, mais il n'y a pas de problème vraiment. Là. Surtout depuis la mi-saison, il ne crée plus beaucoup de revirements. Il va mieux saisir les occasions pour jumper dans l'attaque. Mais c'est ça, il faudrait peut-être qu'il apprenne un peu plus à l'envoyer en fond de zone des fois pour utiliser sa vitesse pour aller la chercher, puis son physique aussi, parce que des défenseurs aussi, quand ils sont physiques, c'est bien qu'ils aillent mettre de la pression sur les défenseurs adverses. C'est pas quelque chose qu'il va faire tout le temps. Ça va arriver. J'aimerais ça qu'il le fasse plus. Est-ce qu'il va le faire dans les nationales de hockey? Je sais pas s'il va avoir le droit. Mais je sais pas, j'aimerais ça qu'il le fasse un peu plus dans le junior. Surtout qu'il joue pas pour une grosse équipe. Là. Dans le fond, il joue pour le Spirit de Saginaw. Puis on voit dans le tableau que c'est la deuxième pire équipe au niveau de la défensive. Donc, ils ont quand même du chemin à faire. Peut-être qu'ici, ils étaient plus agressifs. Ils ont eu le premier choix à la séance là, en Ontario pour le repêchage. Là, fait que ça va être quand même le fun de les voir l'année prochaine. Parce qu'avec Missa, si je me souviens bien, ou Micha, je ne sais pas comment on le prononce, leur premier choix, s'ils jouent l'année prochaine avec Mintyukov, je pense que ça va quand même assez être intéressant à suivre. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais dire pour Pavel Mintyukov. Selon moi, il va sortir assez haut dans le repêchage. Moi, je l'ai. Mettons que dans un mock draft, je l'aurais. J'aimerais ça qu'il sorte pour Anaheim, sérieusement. Anaheim pourrait utiliser son physique et son intelligence offensive. Là. Le prochain que je voulais vous parler, c'est Luca Del Bel Blues. Ça avait été le choix que le monde avait choisi dans un sondage que j'avais fait sur Twitter. Mais bref, vu que j'ai décidé de toutes les mettre dans les mêmes vidéos, mais bon, bref, au moins je l'inclus dans une vidéo avec plein d'autres. C'est le premier que je produis depuis un bon bout. Bref, c'est un attaquant dans la OHL également pour Mississauga. Il est né le 10 novembre 2003, il a 18 ans, c'est un Canadien 6 pieds 1, 179 livres, c'est un gaucher. Excellent marqueur de but, comme on peut voir sur sa fiche, 30 buts, 46 passes, 76 points. Dans le fond, ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est un gars assez polyvalent en offensive. Mais gardez en tête que son tir, c'est un des meilleurs de la ligue et du repêchage également. En playoffs, pour l'instant, ça va pas super bien. 4 buts, 4 points, 10 passes. Mais c'est pas la fin du monde, comme on dit. Il faut juste qu'il se ressaisisse un petit peu. Bon, je vais parler un peu de ce qui me chicote dans son jeu un peu plus tard. Là. Ça implique justement le jeu qui est priorisé en séries éliminatoires. Au niveau de sa production, j'ai pas fait un graphique au niveau de toute sa progression au niveau de la saison, parce que c'est assez similaire tout au long de la saison. Mais on peut voir contre les meilleures équipes défensives de la ligue, ça va quand même bien. En fait, il se prend dans la OHL contre comparativement à Mintyukov, il va se prendre contre les meilleures équipes défensives, mais aussi contre les moins bonnes, et il produit un peu contre tout le monde. Donc, j'ai rien à dire de négatif là-dessus. En fait,
Je dis jamais rien de négatif par rapport à ce genre de graphique-là, là. Mais c'est quand même assez intéressant de voir que peu importe l'adversaire contre lui, il est capable de produire. Donc, garde en tête qu'il produit. Au niveau des stats avancées, là, euh, dans la ligue, c'est pas un gars top niveau, outre au niveau de la production offensive. Au niveau des batailles pour la rondelle, de la récupération, bataille pour la rondelle, récupération de la rondelle, au niveau du jeu physique, du jeu dans l'enclave, euh, c'est pas un gars dans le top. Mais pour la production, pour les passes en enclave, pour le jeu, pour les tirs et tout, le pourcentage de lancer, ça va super bien. Il est dans les tops. Fait que, tu sais, faut en prendre, faut en laisser. Il faut qu'il apprenne à jouer un peu plus junior. C'est ça qui m'énerve un peu plus là-dessus, sur son jeu. En plus d'être un gars qui n'a pas le patin le plus incroyable. Il n'a pas un patin dégueulasse. Quand une fois qu'il prend son élan, euh, ça va bien. Il a quand même une bonne aire d'aller, une bonne aire de croisière. Mais il faut absolument qu'il améliore son pace, son rythme sur la glace et ses premières enjambées. Une fois que ça va aller, il va être difficile à arrêter pareil s'il est capable de transposer son jeu dans un niveau supérieur. Bref, au niveau de l'offensive, c'est un marqueur de but. C'est vraiment un marqueur de but, mais en même temps, il est terriblement bon pour en fabriquer aussi. Près du net, c'est pas là qu'il va jouer, il va vraiment plus être en périphérie. Puis je peux pas y en vouloir parce qu'il est bon. Il cache vraiment bien ses intentions sur la glace, un peu comme tu parlais pour Korchinski, mais aussi pour Minchukov, qui est vraiment bon aussi, parce qu'il est bon autant pour fabriquer les jeux que pour lancer. Mais Del Blues avec Hardy, son coéquipier quasiment tout le long de la saison, ils vont vraiment être excellents pour mystifier les corps défensifs et les gardiens de but sur leurs intentions. Ils vont être aussi bons pour vous la mettre top net que pour faire une passe transversale ou pas en arrière au trailer ou bien à leur défenseur. Donc, c'est vraiment intéressant ou impressionnant de voir ça aller. De voir ces deux gars-là aller sur la glace sérieusement. Et je comprends pourquoi il y a beaucoup de partisans des Canadiens qui le veulent en fin de première ronde. J'aurais rien contre. Ça ne m'étonnerait pas qu'il sorte dans les 20 premiers, mais son jeu physique, le fait qu'il ait un peu plus de périphérie, va probablement effrayer un peu des recruteurs. Donc, ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'il soit disponible vers le 27, 26, 20, 28e rang là, pour le choix de Calgary s'ils perdent en deuxième ronde. Est-ce qu'il va se rendre jusqu'au 32e? Ça m'étonnerait parce que, tu sais, il est quand même excellent. C'est pas un mauvais joueur, puis son tir est élite. Donc, il faut garder ça en tête là, pour son choix au pêchage. Écoutez, il y a des bonnes mains. C'est un gars qui va utiliser quand même bien son corps pour protéger la rondelle, mais il faut absolument qu'il gagne de la masse dans son bas de corps pour améliorer son équilibre, pour absorber les contacts. Et il ne faut pas non plus qu'il s'entête à vouloir traverser les joueurs. Il faut absolument qu'il apprenne à justement avoir des meilleures enjambées pour les contourner. Ça serait tellement plus facile pour lui de couper au filet en contournant le défenseur ou l'attaquant qui met de la pression. C'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas, je trouve. Oui, il fait des belles spoons puis il est capable de traverser les joueurs, mais c'est pas assez constant. C'est pas viable dans le national de hockey, ce genre de jeu-là, sauf si tu t'appelles Patrick Kane ou Artem Panarin. Tu ne réussiras pas à faire ça quand tu n'es pas un talent élite ou une vedette dans le national de hockey. Donc, il faut qu'il apprenne à arrêter de jouer junior et à jouer plus professionnel. Mais c'est le cas pour n'importe quel joueur de 17-18 ans qui ne s'appelle pas Shane Wright ou qu'on sait qu'ils ne joueront pas dès l'année prochaine dans le national de hockey. C'est le temps de jouer un peu plus junior et d'apprendre le métier. Donc, tu sais, je peux pas y en vouloir pour ce genre d'affaires-là. Mais tu sais, il faut quand même qu'il démontre plus de vouloir en défensive, parce que c'est pas le cas. T'sais, il n'est pas très impliqué pour aller récupérer rondelle, pour aller voler la rondelle aux adversaires, pour s'impliquer physiquement, pour bloquer les lignes de passe avec son bâton et tout. Ça va arriver qu'il va le faire, là, mais tu sais, c'est du bout du bâton, c'est pas mon préféré en défensive. C'est ce que je veux dire. C'est pas le plus impliqué dans les zones dangereuses. Il y a des matchs qui vont le faire en fin de saison, c'était vraiment moins pire, mais en série, ça va pas super bien. C'est pas que ça va pas super bien. Il va quand même être un peu plus impliqué, mais quand il s'implique un peu plus défensivement, il produit un peu moins. Donc, il faut qu'il trouve un équilibre. Il faut qu'il trouve un équilibre pour être stable, pour avoir un jeu plus mature. Et pas mal sûr que ça va venir.
Donc, c'est pas mal ce que je voulais dire au niveau de Luca Del Bel Blues. Euh, très bon attaquant. On parlera pas contre lui. Je dirais pas que c'est un mauvais attaquant. C'est un gars très, très boom or bust, si on veut. Son plancher est bas, mais son plafond est très haut à cause de son tir et de sa vision offensive. Fait que, il y a des recruteurs qui vont peut-être l'adorer, d'autres qui vont vraiment pas l'aimer. Et je pense qu'autour du 25e rang, ça reste un classement qui est très intéressant pour lui. Probablement que c'est là que je vais le classer dans ma liste finale. Quatrième espoir que je voulais vous parler, Lian Bixel. Lian Bixel est un très gros défenseur de la Suisse qui joue présentement, qui a joué toute la saison en Suède. Donc, il est né le 18 mai 2004. Hey, j'ai enregistré le 17 mai, puis sa fête c'est demain. Donc, bonne fête à l'avance, Monsieur Bixel. Bref. Défenseur gaucher, 6 pieds 5, 216 livres. Donc, vous pouvez comprendre que c'est un gars très physique dans la SHL. Donc, c'est sûr que je vais l'aimer, ce défenseur-là. Principalement vu dans la deuxième ronde, des fois dans la troisième, mais je pense que c'est un bon classement pour lui, parce qu'il y a quand même des doutes sur son jeu. Là, je me suis pas très avancé au niveau des stats pour lui, parce qu'il a joué dans la SHL, il a manqué des parties. Il a joué aussi dans la nationale. Donc, tu sais, si tu joues une 25 matchs comparativement à 60 pour les autres dans une ligue, plus difficile de vraiment euh, comparer par rapport aux autres. Mais, sachez que c'est un gars qui a produit quand même correctement. Dans la nationale, il a produit 7 points en 11 matchs. Dans SHL, 3 points en 29. Donc, il faut comprendre que c'est vraiment plus un gars défensif physique, un stay-at-home avec une bonne mobilité. Et c'est ce que vous allez voir dans les vidéos que je vais vous présenter. Donc, Lian Bixel, on dit Bixel et non pas Bichel, là, mais bon, bref, c'est pas la fin du monde. Comme je disais, gros défenseur gaucher, bonne mobilité. Il y a eu une bonne amélioration au niveau de la saison là-dessus. C'est quelque chose qui m'a sauté au visage au début de la saison. Il bouge bien pour un gars de 6 pieds 5. Vraiment bien même. Un gars très physique, un gars mean sur la glace. En avant du filet ou le long des bandes, tu ne veux pas te prendre contre lui. Il va te ramasser, il va te faire tomber, il va te plaquer, il va te donner des coups de bâton. Donc, pour un défenseur dans la SHL, c'est assez rare ça, surtout pour une recrue. Donc, je suis pas mal sûr que les recruteurs l'aiment beaucoup. Comme les recruteurs, je suis certain qu'ils aiment Maverick Lamoureux, qui aiment Noah Warren dans la LHJMQ. C'est le genre de défenseur qui va sortir haut même s'ils n'ont pas la meilleure des visions offensives ou le meilleur talent offensif. Je déteste pas son tir. Il a quand même une bonne puissance, mais c'est pas constant. C'est pas un gars qui va l'utiliser beaucoup. Il est peut-être plus un distributeur de rondelles dans la SHL, mais il n'y a pas beaucoup d'occasion d'utiliser son offensive. C'est un gars plus défensif, puis c'est un jeune recrue. Donc, ils vont l'utiliser peut-être de 10 à 15 minutes, et surtout dans les missions défensives, pour le développer comme ça. Puis, des fois, pour les défenseurs dans SHL de 17-18 ans, ça va être plus difficile d'avoir du temps de jeu, mais Lexan l'ont utilisé beaucoup quand il était dans l'alignement. Donc, c'est quelque chose de vraiment bien. Il faisait beaucoup confiance en lui sur les avantages numériques. Surtout les désavantages, mais il n'a pas joué beaucoup sur les unités spéciales. C'était vraiment plus à 5 contre 5. Et on a noté quand même une bonne progression dans son jeu. Au niveau de la mobilité, un peu lourdeau, là, on va se le dire, mais pour un gars de 6 pieds 5, c'est normal. Mais il réussit quand même à aller chercher une bonne puissance rapidement, une bonne rapidité rapidement dans sa foulée. Pas mauvais dans sa relance, une bonne première passe, capable de monter la rondelle aussi, mais sa prise de décision peut être problématique des fois. Pas mal moins pire depuis Noël, si je vous disais. Là. Mais c'est sûr qu'il faut falloir que ce soit amélioré. Est-ce que ça va être difficile en Amérique du Nord où les patinoires sont plus petits, il y a plus de pression? Je pense que ça va être un processus pour lui. Il va probablement passer encore 2 saisons dans SHL, puis c'est pas mauvais. Lexan l'utilise beaucoup, donc on ne peut pas nécessairement dire qu'il devrait traverser tout de suite. S'il traverse, c'est bien tant mieux, c'est bien correct parce que son style est fait pour l'Amérique du Nord. Mais de par son style, qui est en Amérique du Nord, mais il réussit à l'utiliser en Suède, moi je trouve que c'est vraiment bien. Il va avoir de l'espace pour essayer de se développer offensivement, puis après ça, il fera le saut.
Je pense pas qu'il va être incroyable en offensive, là. C'est vraiment pas ça. Mais je pense que si c'est un gars de 6 pieds 5 qui est cinquième défenseur, sixième défenseur dans ton équipe, capable de jouer en désavantage numérique et de relancer la passe, relancer l'attaque quand il récupère les rondelles, moi je dis pourquoi pas. Personnellement, c'est le genre de défenseur que je veux dans mon équipe. En un deuxième choix repêchage, pas un deuxième choix repêchage, mais un deuxième choix dans la séance, deuxième ronde, aucun problème avec ça, avec lui, pour le prendre là. Puis évidemment, ben, au niveau physique, ben, c'est assez impressionnant à voir là, comment il est capable de démonter des adultes de 30, 33, 34 ans. Euh, des fois, il va un peu trop loin. Il va falloir qu'il réponde à ses actes dans le national de hockey ou dans la Ligue américaine. Mais je pense pas que c'est un problème pour lui. Il est assez. Il a vraiment une attitude de bully. Fait que non, je pense pas que ça va être un problème pour lui rendu dans le hockey nord-américain. Donc, je m'en fais pas avec ça. Au niveau de ses mains, quand même quelqu'un qui est capable d'être évasif sur la glace là, dans son territoire. Pas le meilleur. Des fois, il va vraiment prendre une mauvaise décision rapidement. Il va prendre sa décision rapidement, mais ça ne sera pas la bonne. Donc, comparativement, mettons, à un gars comme Korchinski, il y a un peu plus de misère là-dessus. Fait que, tu sais, avec les petites patinoires, ça va peut-être être plus difficile. Probablement, il va probablement utiliser beaucoup le lob. Mais avec du vidéo, avec de la maturité, je m'attends quand même à ce qu'il soit compétent là-dedans. Bref, ça vous fait le tour de ce que je voulais vous dire concernant Lian Bichsel. Je ne m'étendrai pas hyper longtemps sur lui, mais sachez que moi, en deuxième ronde, c'est sûr que si j'étais recruteur, je le vendrais beaucoup pour le prendre là parce que il y a le physique, il y a le patin, en tout cas la base du patin, il l'a. Et il y a le style pour jouer en Amérique du Nord dans la nationale de hockey. Donc, pourquoi pas prendre une chance avec lui. Dernier espoir de la vidéo, Jack Devine. C'est un espoir que j'ai appris à aimer au travers de la saison, que j'ai peut-être mis trop haut dans mon classement de mi-saison. J'avais pas vu beaucoup. Dans le fond, j'avais vu 7 ou 8 matchs, je me souviens plus. Mais j'ai quand même apprécié tout ce qu'il est capable d'apporter sur la glace. Et avec l'augmentation de visionnement et son jeu en série, je suis capable de le placer un peu plus intelligemment dans ma liste d'ici la fin de l'année. Donc, est-ce qu'il va être encore en première ronde? On verra. Mais sachez que c'est un style de joueur que j'aime bien et que ça ne m'étonnerait pas qu'il sorte quand même en première ronde. Bref, il est né le 3 octobre 2003, donc assez vieux, merci. S'il était né 18 jours avant ou 17 jours avant, il serait dans le repêchage 2021. Donc, c'est un des vieux dans cette année. C'est pour ça qu'il a joué dans la NCAA. C'est un Américain, droitier, 5 et 11, 172 livres, qui est placé surtout en troisième ronde dans la plupart des listes. Moi, en fait, je l'avais dans mi-première ronde dans ma liste de mi-saison parce que son style m'a vraiment accroché. Mais il va descendre. Il était 14e sur ma liste. C'est beaucoup trop haut et c'est vraiment un my bad. Là. Tu sais, je m'en fous un peu des listes. Là. Mais tu sais, avec l'augmentation des visionnements, je, je peux mieux le placer selon mes préférences. Puis j'ai augmenté mes visionnements aussi sur des gars qui étaient placés en dessous de lui, donc qui vont le dépasser. Donc je vais garder la surprise où je vais le placer dans mon classement de fin de saison. Donc cette année, pour l'Université de Denver, qui est une excellente université, qui a dans le fond, beaucoup de joueurs qui ont peut-être des joueurs qui ont gradué aussi, donc vont peut-être avoir plus de place l'année prochaine. 19 points, 36 matchs, 3 buts, 16 passes, plus 12. Donc, cette année, le rôle de Jack Devine était un rôle défensif. Là, j'ai pas sorti les stats avancées et tout, parce que justement, il est jeune dans la NCAA et il n'y a pas beaucoup de joueurs de son âge qui jouent. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai sorti. Mais un gars qui plaque beaucoup, très impliqué en fond de territoire. Pas plaqué, mais c'est un joueur d'énergie. C'est pas un quelqu'un qui va plaquer énormément l'adversaire. Mais il va être impliqué pour récupérer les rondelles, pour semer le chaos dans le fond de la zone adverse. Donc, gardez ça en tête. Vraiment, pour ses habiletés sur la glace. Au niveau offensif, je pense que c'est vraiment sous-estimé cette année parce que son rôle, c'était vraiment quelque chose, un joueur d'énergie de troisième trio, des fois deuxième aussi. Fait qu'il fallait vraiment être capable de voir au-delà de ce qu'il faisait sur la glace. C'est un peu spécial à dire, là. Mais
Pensez à un gars qui est capable d'aller récupérer en rondelle puis l'envoyer dans l'enclave ou intelligemment la protéger pour attendre ses coéquipiers pour créer des occasions de marquer. C'est vraiment comme ça que moi je le vois. C'est un gars nord-sud, c'est pas un gars est-ouest pantoute. Il a quand même des bonnes mains pour déjouer l'adversaire, mais c'est pas high profile. C'est pas un gars de première. Tu sais, dans ma liste, il va peut-être être première ronde, mais il sortira pas première ronde selon moi. C'est vraiment un gars plus deuxième, troisième ronde. Mais son style professionnel m'attire vraiment beaucoup. Puis même s'il est 5 et 11, je trouve qu'il est plus fort qu'il en paraît. Il est difficile à tasser de la rondelle. Pas le meilleur des équilibres. Pas le meilleur équilibre. Mais c'est pas problématique dans NCAA à son âge. Donc, selon moi, ça ne le sera pas dans la NHL. Mais il faut absolument qu'il améliore ça pour être capable de pratiquer son style contre des hommes. T'sais, au niveau du plaqué, oui, il est capable de plaquer, mais si tu perds tout le temps l'équilibre quand tu fais un plaqué, tu manques la rondelle la plupart du temps. Donc, c'est bien que tu as de l'appui de tes coéquipiers, mais si tu es capable toi-même d'aller récupérer la rondelle et l'envoyer en avant du filet, ben, c'est encore mieux. Donc, ça, il va falloir qu'il travaille là-dessus. Il va falloir qu'il travaille sur son tir en général, parce que c'est pas le plus puissant, mais il est quand même capable de battre les gardiens de but là, close range, dans le fond, très près du gardien de but. Pas le gars le plus trompeur, si vous voulez. Ses intentions sont quand même perceptibles quand il est sur la glace, mais quand il se décide de faire une passe, il est vraiment capable de faire des jeux spectaculaires. Vous allez voir une passe dans la vidéo que j'ai mis qui fait une passe par en arrière dans une transversale à un de ses coéquipiers. C'est assez impressionnant pour ça fait un but. C'est assez impressionnant à voir, mais c'est pas constant. Est-ce que c'est parce que son talent est limité ou son rôle dans l'équipe lui permettait pas de le faire souvent? Possible. Mais je pense que la réponse est entre les deux un petit peu. Il a le talent pour le faire, mais je pense qu'il va vraiment plus se concentrer sur ses forces et sur son rôle dans l'international de hockey. Donc, est-ce qu'il va être un joueur de deuxième ou de troisième trio? Ben, j'irais plus vers troisième trio. Mais dans le troisième trio, en deuxième ronde, si tu es un choix de deuxième ronde et tu es un joueur de troisième trio dans la Ligue nationale de hockey, c'est un choix réussi. On ne peut pas tout le temps avoir des Kucherov, des Braden Point dans les rondes 2, 3, 4. Il faut que tu vises juste des gars assez bons pour jouer dans la Ligue nationale de hockey, puis assez sûr pour pas que tu te plantes, parce que c'est quand même plate de se planter qu'un choix de deuxième ronde, mais ça arrive tellement souvent qu'on ne peut pas vraiment l'en vouloir aux équipes de la Ligue nationale de hockey. Donc, dans sa zone, je le trouve bon dans sa zone pour récupérer le rondelle, pour s'impliquer, pour mettre de la pression sur l'adversaire. Je le trouve quand même assez bon là-dedans à son âge. Donc, ça m'indique qu'éventuellement, il va être bon là-dedans dans la Ligue nationale de hockey. Très bonne étude de travail. C'est pas un gars qui va tricher. C'est vraiment pas un gars qui triche. Il va jouer à l'aile, mais quand même comme un centre des fois. Donc, c'est quelqu'un très utile pour un défenseur. Pour un défenseur, oui, mais pour un entraîneur et pour ses coéquipiers de trio. Donc, ça fait vraiment le tour de ce que je voulais dire pour Jack Devine. Deuxième, troisième ronde, je pense que c'est vraiment là qu'il va sortir. Est-ce que je vais l'avoir en première ronde dans ma liste? On va voir ça en juin. Sachez que son style m'intéresse beaucoup. T'sais, si, mettons, je veux comparer les styles, Marco Casper est en train de bien jouer au championnat du monde qui épate ou ébranle les recruteurs selon certains observateurs. Ben, il y a un peu le même style, mais moins talentueux, vraiment moins talentueux. Donc, c'est le genre de joueur que les partisans vont aimer par son style. Donc, garde-le en tête. Bref, ça fait le tour des 5 joueurs que je voulais vous parler. 5 joueurs que je pense qui sont pas assez parlés sur la toile, mais qui sont très talentueux et qu'il faut considérer dans les 3 premières rondes. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous allez être là pour les prochaines. J'essaie de travailler là-dessus le plus possible pour en sortir le plus parce que le repêchage approche. Donc, attendez-vous à au moins 5 autres vidéos de plusieurs espoirs dedans. Donc, une vidéo de Joe Gardens, une vidéo Cooley versus Wright, une vidéo de la WHL. Donc, vidéo du programme américain aussi x2 parce qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs là-dedans. Passez une belle fin de journée.